Certains disent que le dev est un métier passion. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un métier passionnant, qui nécessite aussi beaucoup d'apprentissage. Nous avons beau être passionnés, sans une veille permanente, sans une progression permanente, nous régressons. Et s'il faut apprendre, c'est donc que le métier peut s'apprendre. Et si tous les parcours avant d'être dev varient, il en est de même pour la progression. Ce qui met tout le monde d'accord, en tout cas, c'est qu'il y a un avant et un après être devenu dev. Mais alors, quand devient-on vraiment dev? Tous les apprentissages se valent-ils et surtout, comment bien progresser? Pour répondre à ces questions d'apprentissage, je ne reçois pas Harry Potter, mais elle s'y connaît en changement de vie. Suzanne, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Suzanne, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais, je m'appelle Suzanne Dora, j'ai 33 ans, je suis CTO chez Kern et je suis développeuse web depuis 3-4 ans et avant d'être développeuse, j'étais traductrice. Donc tu as commencé par apprendre un ensemble de langages avant de te tourner du coup vers des D'un langages peu de langage. plutôt web. Du coup, tu as été traductrice pendant combien de temps? Dans quel type de métier? Ça ressemble à quoi Ouais. cette vie-là? Ça a ressemblé, dans l'ordre, j'ai fait des études, d'histoire de l'art, et de cinéma qui m'ont amenée jusqu'à, un master à Londres. Et une fois que j'étais à Londres, j'ai eu envie d'y rester. J'ai senti que j'étais hyper à l'aise avec, l'anglais, que j'aimais bien parler anglais, écrire en anglais. Et du coup, j'ai fait une formation un master de traduction en gros là-bas. Et ensuite, dans la traduction, j'ai fait pas mal de choses. Mon tout premier job, c'était dans une agence. C'était un stage qui est devenu ensuite un mi-temps parce que je finissais mon master. Et là, c'était plutôt de la gestion de projet et du recrutement de traducteurs. Et à ce moment-là, il y avait déjà un petit truc technique rigolo, c'était qu'on a une grosse base de données de traducteurs en fait, qui bossaient pour l'agence. Et cette base de données, c'était un peu le bordel en gros. Il fallait un peu l'arranger, mettre les données au propre et optimiser certaines choses pour trouver le bon traducteur pour le bon projet. Donc j'avais bossé là-dessus à ce moment-là. Et ensuite, T'avais bossé là-dessus par hasard ou parce que déjà il y avait un truc qui te... par hasard, mais je pense que en général, le fait de bien ranger des données, ça me plaisait quoi. Et surtout en fait, l'optimisation que ça apportait derrière pour gérer le projet enfin ça allait très vite quoi d'optimiser ça et de le rendre efficace et utile pour les chargés de projet. Donc c'était aussi ça l'impact direct quoi de Il faire y avait ça une bien. finalité très Ouais. palpable quoi. Ouais, très tangible. Ensuite, de cette agence, du coup, comme je gérais leur base de données, j'ai fini par me mettre dedans et être en freelance. Donc j'ai bossé pas mal pour eux en freelance et sur d'autres projets, donc en traduction. Et ensuite, j'ai repris un job dans une entreprise, là, pour le coup, qui faisait du e-commerce, toujours à Londres. Et là, j'étais plutôt recrutée pour faire de la traduction, mais au final, donc c'était une boîte très anglaise, mais qui avait un site en France, en Allemagne, en Pologne et en Espagne. Okay. Et du coup, il y avait pas mal de traducteurs, une grosse équipe. Et il fallait un peu gérer cette équipe. Et je me suis retrouvée à faire un peu mon premier management, quoi, en gros, voilà, sur les équipes de traducteurs, ce qui était intéressant. Ça aussi, je pense, ça a planté un peu une graine dans mon cerveau pour la suite. Et puis ensuite, j'ai pris un peu un risque et ça a pas marché.
j'ai eu envie d'évoluer, d'aller voir du côté de l'interprétation de conférences, l'interprétation simultanée. Et donc j'ai fait un master qui s'appelle l'ESIT à Paris, qui est assez compliqué. Il faut entrer, enfin c'est un master, mais on entre un peu sur concours. Enfin bon, c'est tout un truc. J'ai fait la première année et j'ai pas pu passer en deuxième année. Sauf que à ce moment-là, c'était un peu le fail qui a défini mon parcours par la suite. À ce moment-là, du coup, j'avais pas trop prévu de pas passer en deuxième année. Je me suis retrouvée sans équivalence de la première année. Ça m'a un peu dégoûtée du milieu, du métier et tout. Et je me suis dit, bon bah ok, on va faire autre chose. J'ai pris un job très rapidement parce que j'avais pas trop de... Enfin voilà, je faisais des études, hein, c'était compliqué. Le job s'est pas super bien passé et heureusement, ça s'est arrêté et j'ai eu du temps en fait pour réfléchir, pour me demander de quoi j'avais besoin, ce que je savais faire et ce que j'avais envie de faire. Voilà. Et alors, du coup, comment t'en es arrivé à la conclusion qu'il fallait que tu t'orientes vers du dev? En gros, j'ai regardé, je me suis dit, bon, j'ai l'anglais qui est hyper solide et que je veux garder. Et c'est sûr qu'il y a plein de métiers où c'est hyper utile de l'avoir. Donc j'ai fait ça un peu en mode bourrin. J'ai regardé sur les job boards quand on met anglais comme mot-clé, il se passe quoi. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup de postes de PO, de dev. Et quand je regardais les fiches de poste, je me disais ok, sur les soft skills et tout, il y a pas de, ça va. Par contre, en tech, j'y connais rien, donc il va falloir que j'apprenne ça. Et Mais c'est ouais. d'ailleurs ce qui en fait un choix surprenant, parce qu'en fait, avec l'anglais, tu peux faire beaucoup de métiers. Ouais. Et peut-être des métiers où comment dire, le point d'entrée, enfin, tu vois, la formation d'entrée est moins importante, parce que là, tu avais quand même un bagage entier à devoir acquérir. Donc, Ouais. pourquoi Pareil, en c'est le fait, challenge? je savais pas ce que je faisais. Ok. Je pense que si j'avais eu conscience de la difficulté, enfin, ou des difficultés que j'allais rencontrer, j'aurais peut-être, voilà, je sais pas si j'aurais fait le choix, honnêtement. Mais en même temps, les Maintenant, difficultés, à chaque fois que tu les rencontrées, tu les as passées les unes après les c'est autres. ça. Donc, au final. Mais mais sans anticipation, c'est passé, quoi. Mais peut-être avec l'anticipation, ça aurait été plus compliqué. Enfin, de toute façon, on pourra jamais savoir. Mais ouais, qu'est-ce que je disais, sur le choix de faire une formation de dev. Il y avait le critère, enfin l'aspect opportunité où ouais, il y a énormément de taf et dans la tech en gros, et du coup, pour avoir un taf dans la tech, il faut apprendre à coder, donc il faut que j'apprenne à coder. Mais il y avait aussi plein d'autres aspects sur lesquels, enfin moi je m'étais vraiment pas mal remise en question. J'avais beaucoup réfléchi à OK, j'ai eu quelques fails là dans mon parcours et j'ai envie de me projeter sur un truc à long terme qui va marcher. Et du coup, j'ai identifié en gros dans la réflexion de quoi j'avais besoin. Un des trucs, c'était que j'avais besoin de sécurité, et en voyant le volume de postes et le choix de secteur et tout, je me suis dit bon, ça devrait passer, quoi. Et après, je pense qu'il y a aussi des trucs inconscients qui se sont joués vachement. Mais je m'en suis rendu compte évidemment a posteriori, sinon c'est pas drôle. Il y a dans le timing, pour le moment un peu émotion, c'est que j'ai commencé ma formation à Epitech, je crois 1 ou 2 mois après le décès de ma grand-mère, et ma grand-mère maternelle qui avait fait une assez belle carrière de professeure de mathématiques. Et qui avait fini sa carrière en Corse, à l'université de Corte, et là-bas, sur son temps libre, elle animait aussi un club d'informatique. Et donc moi, quand j'étais petite, j'ai été pas mal bercée à des questions de Linux, enfin des petits programmes qu'elle faisait. Et ça, à ce moment-là, ça imprimait pas du tout. Je me suis jamais dit j'ai envie d'être comme ma grand-mère, quoi. Mais forcément, je pense qu'une petite fille qui entend sa grand-mère en plus parler de ces choses-là, au final, c'est aussi ça qui fait que j'y suis allée un peu la fleur au fusil, en me disant bah oui, au final, j'ai une figure comme ça familiale.
Et puis qui même, faisait ça. même dans le milieu des professionnels du dev, Mmh. encore aujourd'hui, je pense que tu restes un cas à part parce qu'on est Mmh. assez peu nombreux à avoir eu un grand-parent, Ouais. Qui grand-père faisait. ou grand-mère qui t'expliquait des trucs sur Linux et compagnie. Donc, Mmh. même sur cet aspect même si on prend des gens très experts qui sont dans l'industrie depuis longtemps, je pense que même comparé à eux là-dessus, c'est un cas un peu à part, quoi. Elle était assez avant-gardiste. Ouais. Mais tu vois, tu parlais aussi d'un besoin de sécurité. Ouais. Les médecins aussi, on aura toujours besoin de médecins. Donc, tu aurais pu aussi Ouais. tourner vers de la chirurgie. Tu Il y vois, avait un souci de timing aussi. oui, c'est vrai. J'allais presque avoir 30 ans, je pense que j'avais 29 ou 30 ans et je me suis dit, ouais, enfin, en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, plein de trucs que j'ai envie d'apprendre, mais j'ai aussi envie de travailler assez rapidement, de gagner ma vie, de me remettre à gagner ma vie assez rapidement». Et du coup, c'était le choix aussi, plus pragmatique, quoi. Ouais. Mmh. Alors, donc, du coup, une fois que tu as pris cette décision de t'orienter vers le dev, vient le choix de la formation. Ouais, Du coup, alors, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 4 ans, 5 ans que tu as fait ouais, ce ouais, chemin? 4 ans, ouais. Du coup, il y avait déjà à l'époque pléthore de bootcamps, de formations. Il y Mmh. avait les écoles d'ingénieurs, il y avait la fac. Enfin, tu vois, il y avait un choix de formation absolument, même aussi autodidacte. Comment tu as fait ton choix sur un type de formation? Je suis allée me regarder, enfin j'ai dans le timing ça collait, du coup j'ai pu faire quelques portes ouvertes et bah, il y a eu un process d'élimination, de facto où il y a des formations qui m'ont dit: «Bah non, tu as un bac littéraire, donc au revoir». Mmh. Tant pis pour eux Ouais. et ensuite, alors il y en a une autre où j'avais passé le test d'entrée et j'avais trouvé ça beaucoup trop facile. Enfin, je m'étais dit genre: ça va pas être assez dur, la formation, enfin, je risque de pas apprendre assez de trucs ou voilà, c'est un peu trop ça me semblait pas assez sérieux». Et la coding, je sais plus si j'avais vu des portes ouvertes, mais en tout cas, je m'étais dit: «Bon, Epitech, comme nom sur mon CV, ça va faire bien». C'est très réputé, donc voilà et puis accessoirement leur test d'entrée était plutôt malin. Ils testaient sur l'anglais, et ensuite il y avait des tests de logique, qui étaient pas éliminatoires en fait. Enfin, moi avec le profil que j'avais, en ayant arrêté les maths assez tôt et tout, ça passait, sans problème et a posteriori, je me suis aussi dit: «Ouais, leur petit test de logique, l'air de rien, c'était efficace, quoi». Donc ouais. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ont essayé de te dissuader de ce choix-là, en te disant que c'était une industrie spécifique, particulière? Pas dans mes proches, pas Ouais. du tout. D'ailleurs, j'ai plutôt, une fois que je m'étais reconvertie, mon frère a suivi, ma cousine aussi, enfin, il y a eu ça a emmené, plein de monde et du coup, dans ma génération, on est quelques-uns à coder et tout, c'est voilà. Top. Ouais et par contre, ouais, au niveau bah, sur les formations, il y avait cet aspect, certains qui voulaient absolument, un bac scientifique, un certain niveau de maths, des choses comme ça et après, c'était aussi au moment de trouver mon premier stage où il y avait un peu des sons de cloche de recruteurs, bon, qui étaient pas hyper emballés sur mon profil, on va dire. OK. Et ça, c'est de manière générale, sur les profils de reconversion? C'était lié à l'épithèque? Non, sur les recruteurs, c'était clairement, ce que j'avais fait avant la reconversion, Ouais, finalement. un peu trop littéraire, Ouais, j'ai eu le droit à «Qu'est-ce qu'une petite meuf littéraire comme toi fait là?» quoi, enfin, littéralement. OK. Voilà. Et donc ça a été encore une difficulté que tu as passé, si on t'avait prévenu avant que tu aurais pu rencontrer ce genre de choses, Mmh. tu penses que ça t'aurait empêché d'y aller? Ça m'aurait pas empêchée, mais je pense en fait, je m'y attendais quand même un petit peu Mmh. forcément. Dans la formation, on était 5 femmes, pour, je crois 25 hommes, donc le ratio, il était assez obvious. Puis de toute façon, dans les représentations, Ouais, dans la fiction, voilà, c'est plutôt un métier qui est représenté, avec des personnages masculins. Hem, Après je pense que si j'y serais allée quand même parce que et j'y suis encore, par esprit de contradiction, mmh, heu, pour, et parce que je me suis dit, «Ah oui», enfin, dès que j'ai senti que j'avais un profil potentiellement, atypique,
je me suis dit: «Ah bah, justement, c'est ça qui va être marrant, quoi». Est-ce que du coup, rétrospectivement, tu pas forcément que tu regrettes parce que j'imagine que tu apprécies quand même ton parcours de traductrice, Mmh. mais est-ce que du coup tu te dis que ça aurait été peut-être bien de commencer plus tôt, de faire une carrière un cursus, universitaire plus traditionnel pour arriver à ce métier-là plus vite? Ouais, c'est une bonne question. C'est un truc que je me suis souvent demandé, notamment dès que j'ai mon syndrome de l'imposteur, qui vient là. Hem, oui et non, c'est-à-dire que parfois je me dis, ça m'aurait peut-être dégoûté, la formation classique. Peut-être que l'ambiance, d'école d'ingé ou de tout ça, peut-être que j'aurais vraiment pas été dans mon élément donc et en même temps, ouais, c'était dommage que, une gamine de 15 ans qui est hyper forte en langue et en maths soit pas orientée, sur de l'informatique, quoi. C'est un sacré loupé, à ce moment-là. Bah, ça, il y a effectivement un biais, colossal, sur les orientations, Mmh. au lycée où effectivement on a tendance à considérer que, Ouais. les femmes sont plutôt destinées à des carrières littéraires, les hommes plutôt à des carrières scientifiques et donc effectivement, il y a des erreurs d'aiguillage d'un côté comme de l'autre, hein, pour le Ouais, coup, ouais, c'est clair. qui sont faites, très souvent, hein. Mmh. Alors du coup, comment c'est passé? Donc maintenant qu'on est maintenant à l'époque où tu commences ta formation de dev, Ouais, mais du coup tu commences aussi ta découverte ouais. du métier de dev et de la réalité de ce que c'est. Ouais. Déjà à l'école, à l'Épithèque, comment ça s'est passé? Et après l'Épithèque, qu'est-ce que ça a donné? À l'école, c'était, j'allais dire intimidant, mais pas tout à fait, mais assez impressionnant, mais je pense que à ce moment-là, on faisait des choses assez basiques. En tout cas, c'est pas au moment de l'école que je me suis rendu compte de la montagne, que j'allais devoir gravir. C'est après. Pendant la formation, c'était surtout enfin moi, je m'en souviens comme tous les jours, on avait des petits casse-têtes, des petites énigmes à résoudre, quoi. Et quand on et en enfin, sur le volume qu'il y avait à faire, on arrivait toujours à en faire quelques-unes, au minimum, avec un degré de satisfaction énorme, par rapport à ça. Surtout que donc dans cette formation, on a la fameuse moulinette, de Népithèque, qui vient corriger, nos exercices, qui est, totalement impitoyable. Donc quand la fameuse moulinette, accepte son code, on est sacrément content et du coup, ouais, sur des c'est enfin, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment sur des scopes, tout petits les exercices, classiques, quoi. Mais du coup, je trouve avec énormément de contraintes. Moi, je pense que je travaille bien avec pas mal de contraintes. Du coup, ouais, vraiment ce truc des petits casse-têtes et ce qui était aussi intéressant, c'est de voir à ce moment-là, déjà les différentes courbes de progression des uns et des autres et de pouvoir, se dire: «Ah bah là, moi, sur cette journée, j'ai débloqué un peu des connaissances, il y a des schémas de pensée qui s'installent quoi, chez moi, je le sens et c'est cool» et le collègue à côté apprenant, qui galère un peu plus et du coup, on lui explique et on se dit: «Ah OK, donc je suis capable d'expliquer un truc à un autre gars qui hier, lui, m'expliquait quelque chose». Et de se rattraper les uns les autres. Enfin, il y avait une ambiance quand même plutôt sympa, au final et ça, ouais, ça m'a marqué pas mal où je me disais: «OK, j'aime bien cette ambiance de travail, quoi». OK. Et après du coup la découverte, dans le monde plutôt professionnel, qu'est-ce que Ouais. ça a donné? Ça a été assez vertigineux au tout début parce que je pense que et je le vois aussi, dans mon équipe avec des juniors, je pense le passage de, mon petit projet où il y a 3 classes, 5 méthodes, il se passe Mmh. pas grand-chose, voilà. Ou, mon petit projet où il y a tout dans un fichier et j'arrive sur une vraie code base avec, plusieurs devs qui ont bossé dessus depuis plusieurs mois. Ça ouh! Ou c'est pas plus documenté que ton petit projet avec 5 classes? Ouais, 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 carrément. Et donc ça, tout d'un coup, ouf, OK, on se dit, «Ah ouais, ah ouais, OK». Il y a vraiment eu un truc comme ça, moi, quand je suis arrivée. En plus, là où je suis allée en stage, c'était hyper formateur, mais du coup aussi c'était assez terrifiant. C'était quand même il y avait beaucoup de legacy, il y avait un framework maison, il y avait enfin voilà,
c'était un sacré mastodonte, quoi, un beau monolithe de code, voilà, avec plein de challenges. Et ça, quand on est tout en bas et qu'on se dit, ok, il faut que je retrouve le fichier où il se passe ça, il faut que c'est, bah, c'était les mois les plus difficiles de début de stage, de se dire, ok, quand est-ce que je vais être à l'aise avec cette code base qui me cherche là toute la journée, comment on fait, quoi. Et alors du coup, le choix de techno, du coup, t'as choisi plutôt des technos orientés web. Ouais. C'était dû à l'Epitech ou c'est un choix personnel? Ouais, c'est Epitech. En fait, c'est vraiment une formation de développement web. Dans l'ordre, ça commence par une piscine de C, parce que sinon c'est pas drôle, sur les 2 premières semaines, et ensuite on a fait beaucoup de PHP, un peu de JavaScript, donc ouais, c'était très web. Ok. Qu'est-ce que tu as découvert comme techno depuis l'Epitech que du coup tu as eu envie de creuser Bah, surtout Vue, j'en avais Ouais. pas fait. Dans mon premier taf aussi, c'était Symfony, et il me semble en formation, on avait vu vite fait de la Ravel, mais pas Symfony. Et surtout, en fait, en formation, alors moi, ce que je trouve bien, ce que j'ai trouvé utile, on a très peu utilisé de framework au final. Et du coup, juste le principe du framework et ce qu'on en faisait, voilà, c'était un truc que j'ai appris aussi. Et j'avais pas beaucoup fait de front, donc j'ai appris plus de trucs en front après, et notamment Vue.js. Ouais. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que du coup, en à peu près 4 ans, tu es passé d'une reconversion, donc tu connaissais rien à ce monde-là, que tu avais choisi un peu par... il y avait une appétence, mais il y avait aussi ce côté de recherche de sécurité. Est-ce que... et donc en 4 ans, tu deviens CTO de Kern. Tu parlais tout à l'heure ou c'était moi, je sais plus, qu'on parlait des gens un peu plus expérimentés qui ont fait ça depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma carrière de développeur, bah, moi j'ai commencé très tôt, tu vois, à m'intéresser au code. Et on peut voir effectivement, il y a des CTO qui sont très jeunes, ça c'est des choses qui arrivent souvent, mais Ouais. en général, ce sont des gens qui s'intéressent, qui bidouillent depuis longtemps là-dedans. Ouais. Comment est-ce que tu as fait toi pour rattraper tous ces gens-là? Pour les dépasser et être au final sur un rôle de CTO aujourd'hui. Tu vois, comment est-ce que tu as l'impression d'avoir construit ta carrière de manière spécifique ou c'est ton côté de traductrice qui t'a apporté quelque chose? Tu vois, comment est-ce que tu... Ouais. Alors déjà, loin de moi l'idée de dépasser pas mal de CTO, notamment certains que j'ai eus et qui restent loin devant. Après, bah, en gros, je pense, il y a plusieurs trucs. Il y a dans mes expériences avant, dans la traduction et tout, c'était un moment l'opportunité de manager un peu, de manager en plus dans une période de crise. Une fois que j'étais arrivée, quelques mois après, il y a 2 sites qui ont fermé, on a dû se séparer de traducteurs, enfin c'était compliqué, quoi. Et ça, moi j'ai accroché pas mal juste à l'aspect management, en fait. Juste, on a une équipe et comment on fait pour qu'elle avance, comment on lui donne les moyens d'avancer, comment on la fait progresser. Tous ces trucs-là, déjà dans la traduction, ça me parlait. Et du coup, toujours la fleur au fusil, juste avant de commencer la formation ou en tout début de formation, je m'étais un peu dit: «OK, je vais apprendre à coder, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'être la chef de ceux qui codent que de coder, quoi». Parce que j'aimais bien cet aspect management et un peu supervision d'équipe. Cette idée-là, je l'ai perdue de vue totalement pendant toute ma première expérience de dev, parce que je me suis dit: «Oh là là, mais je vais jamais y arriver, c'est hyper dur». Je me sentais vachement dépassée par les technos, par les problématiques, enfin, pas dépassée, mais voilà, je me rendais compte, justement parce que je commençais à apprendre des choses, je me rendais compte de l'ampleur de ce que j'ignorais. Et du coup, j'ai complètement oublié ce truc et je me suis dit: «Moi, je m'accroche, et puis voilà, on voit ce qui se passe, mais je tiens, je tiens, je tiens». Et ensuite, sur mon 2e job de dev, là, on avait plus une organisation assez Scrum et tout, et donc dans l'équipe, on avait un dev qui était le Scrum Master.
qui est parti au bout de quelques mois. Et donc à ce moment-là, il y avait la possibilité d'être master. Donc moi, j'ai sauté sur l'occasion un peu. Pareil, sans trop me demander qu'est-ce que je vais en faire, ou voilà, mais sur le moment, c'était une responsabilité qui me venait naturellement, ça se passait bien avec l'équipe, et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, une fois que j'avais pris ce rôle de Scrum Master et que ça se passait bien, que ça s'installait bien, je me suis souvenue que ouais, tout cet aspect-là, d'être un peu le chef d'orchestre d'une équipe, c'était pour ça à la base que que j'avais appris ce que j'avais appris, que j'avais fait la formation, et c'était l'objectif au final, que j'avais oublié. Après, il y a quand même une différence entre le rôle de CTO et un manager, j'ai envie de dire, traditionnel. C'est que le Ouais. CTO, il a quand même aussi un rôle de guide technique ou Ouais. d'architecte, un peu souvent, Ouais. de guider tout ça. Donc, il y a quand même aussi une nécessité d'avoir un bagage technique quand même suffisamment solide. Ouais, je pense que il y a plusieurs trucs. Il y a le fait de enfin, ouais, il y a le fait de comprendre ce qui se passe, quoi, techniquement. Mais il y a autre chose que parfois on peut oublier, et je pense qu'il peut vachement jouer dans le succès d'une boîte, c'est aussi la capacité à faire comprendre aux autres ce qui se Ouais. passe dans la technique. On y pense moins sur les qualités de CTO, et en fait, le fait d'avoir été traductrice, au final, ça a fait que j'ai pu, en tant que dev, me dire, je traduis entre l'humain et la machine, en gros, et en tant que CTO, je traduis entre les techs et le reste de la boîte, pour que ça se passe au mieux, mais qu'ils soient pas isolés. Donc après, clairement, je vais pas aller toquer à la porte d'une énorme boîte et dire coucou, je vais être CTO. J'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là, mais l'important, je pense, c'est vraiment de se reposer sur son équipe, en fait, et de se dire ok, moi j'ai conscience de ce que je sais, de ce que je maîtrise, et aussi de ce que je maîtrise pas. Ouais. Et j'ai la chance d'être dans cette boîte, car nous, on est content d'apprendre, et on est assez humble vis-à-vis de ce qu'on sait faire, de ce qu'on sait pas faire, et on se donne les opportunités d'apprendre ensemble, quoi. Donc moi, typiquement, j'estime pas que le CTO ou la CTO est forcément le plus avancé techniquement dans une équipe. Il y a des devs qui vont être hyper avancés, mais qui ont pas du tout envie d'être CTO et d'avoir à gérer tous les trucs, et le copil et le machin. Enfin, voilà, il y a plein de devs que ça intéresse pas, qui ont pas envie, ou qui seraient pas bons, tout simplement. Et ces devs-là, très bien, moi, s'ils m'apprennent des choses techniquement, c'est trop bien. Qu'on s'apprenne tous des trucs, ouais. Un exemple qu'on donne effectivement souvent, c'est que Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou même Bill Gates étaient clairement pas les meilleurs devs de leur boîte, bien au contraire. Ce qui est important, c'est réussir à s'entourer de gens meilleurs que soi et de les faire progresser. C'est ça. On nous dit d'ailleurs dans le chat que les devs n'aiment pas manager. Est-ce que pour Mm. toi, c'est une vérité ou c'est juste une mauvaise perception du métier de manager? Je pense que c'est un peu une généralité. En fait, il y a des devs qui aiment bien ça, puis qui sont très bons, en fait. Moi, si je suis là aussi aujourd'hui, c'est que j'en ai rencontré quelques-uns qui avaient, alors, est-ce qu'on dirait manager, ou en tout cas qui ont été des mentors, quoi, mais pas que techniquement, aussi sur la découverte du métier. Et d'ailleurs, le stage que j'ai fait juste après la formation, c'était dû au fait que, entre autres, le dev qui allait être mon maître de stage à ce moment-là, avait lui-même été en demande dans la boîte d'avoir des juniors à former et tout. Donc non, il y a plein de devs à qui ça plaît, je pense. Oui, parce que là, du coup, toi, ce que tu évoques, c'est cette partie formation qui est effectivement un truc important et dont tous les devs ont quand même envie. C'est-à-dire que même si parfois on traîne un peu des pieds quand on est dev, on a quand même envie d'apprendre des nouvelles technos, d'apprendre des nouveaux trucs, de progresser. On a quand même on porte ce truc-là en nous. Et c'est aussi pour ça, j'imagine, que tu as fait cette formation. C'était aussi dans cette
cette optique de progresser. Mais le Ouais. management, c'est pas que ça. Tu vois, tu as aussi, dans tout ce que tu fais aujourd'hui, je sais pas, toi, comment est-ce que tu approches ces métiers du management? Bah, ça dépend de qui je manage. Ça dépend des niveaux et aussi de où est-ce qu'ils veulent aller, en fait. Et il y a aussi un aspect, être une équipe de management qui est super important, et que je découvre, du coup, en ce moment. Sur le fait de manager les devs, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir des progressions, en fait. Ce que j'ai aimé, moi, en étant junior, même si c'était dur, c'était de sentir que quand même, il y avait des obstacles qui tombaient au fur et à mesure, et de prendre en confiance et tout. Et là, dans mon équipe, j'ai 2 juniors et de voir, éventuellement, comment ils progressent, sur quels aspects, que ce soit techniquement ou que ce soit dans les réflexes du métier, en fait, est-ce qu'ils formulent leurs questions clairement, est-ce qu'ils communiquent au bon moment, sur les bons sujets, comment ils participent aux cérémonies de Scrum, comment ils interagissent sur les MR, enfin tout ça, je trouve ça hyper intéressant de les accompagner aussi sur ces aspects-là. Ouais. Mm. Alors, je vais du coup reprendre la réponse de Serge dans le chat, parce que c'était Serge qui a fait la remarque sur les faits que les devs n'aiment pas manager. Je te fais sa réponse et je te laisserai réagir. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en général, les vrais devs, alors bon, déjà, moi, j'ai envie de débattre sur la question des vrais devs. Donc, en général, les vrais devs continuent de garder le contact avec le code, quelle que soit leur position. Est-ce que Ouais, du coup, toi, aujourd'hui, en tant que c'est mon CTO, cas. tu codes encore? Ouais, je code encore. Je regarde les MR. Après, c'est une petite boîte, hein, donc je dis pas que si j'y suis encore dans 10 ans, je coderai. Mais ouais, pour l'instant, je code encore et pour moi, c'est effectivement super important. Je me verrais pas dire, organiser une équipe et faire en sorte que ça se passe bien sans savoir, en fait, quelles sont leurs problématiques. Typiquement, nous, nos environnements locaux, ils sont pas ouf, voilà. Et si je le sais pas, si je l'ai pas expérimenté, directement, c'est pas la même chose que s'il me dit juste: «Ah ouais, les enves, c'est pas ouf». Donc non, c'est super important là, sur les problématiques qu'on a eues récemment, il y a eu une semaine, où j'étais full, sur un projet de bascule de base de données et du coup, pendant une semaine, un peu plus même, j'ai pas pu prendre de tickets et tout ça et quand j'en ai repris, il y a eu un petit coup de soulagement de: «Ah OK, je me remets dedans», voilà. Mais après, il y a aussi une forme d'incompatibilité entre le fait par exemple, je pourrais pas prendre une grosse tâche de dev parce que, justement, je suis dispo pour mon équipe et du coup, je suis très interrompue et dispo pour les autres et tout et donc ça, faire un gros truc de dev en même temps, c'est pas possible, quoi. Tu as combien de gens dans ton équipe aujourd'hui? On a 2 juniors, un senior. On va avoir un autre senior qui arrive en septembre, normalement. Ça, c'est en interne et ensuite en presta, on a aussi un dev et une DevOps. D'accord, donc ça fait 6 personnes Ouais. déjà. Et du coup, tu passes combien de temps par semaine à coder encore? Ça dépend des semaines. Je pense que peut-être 1 jour et demi, 2 jours, quoi. Je code aussi pas mal. Justement, comme on a des juniors, on fait du pire aussi, donc je les suis un peu, sur ce truc-là, donc ouais, si on compte le pire, c'est sûrement un peu plus que ça, ouais. Alors du coup, suite à cette remarque de Serge, j'ai envie qu'on ait une petite discussion. Donc, je vais vous laisser dans le chat en live nous dire ce que d'après vous est un vrai dev. Je suis assez curieux de votre perception de ce qu'est un vrai dev. Et toi, Suzanne, pour toi, c'est quoi un vrai dev? C'est un ou une dev qui livre des features qui fixe des bugs et qui livre du code qui marche, quoi. C'est le seul critère pour moi, peu importe, les moyens par lesquels, il ou elle, y arrive. Je pense qu'il y a un tel besoin sur le marché de gens qui savent coder, qui comprennent, ces problématiques-là, qu'on peut être un vrai dev, PrestaShop, on peut c'est sûr que ouais. Est-ce que, par exemple, je fais exprès de poser des questions, Vas-y. je te laisse après. Est-ce que, par exemple, il y a un sujet de techno typiquement,
un dev qui fait du no-code, par exemple, Mhm. est-ce que pour toi, du coup, il est méritant du titre de vrai dev? Bah, je pense que dans quelques années, potentiellement, il le sera. Potentiellement, on en sera tous là. Je crois que c'était dans l'épisode sur lequel j'ai fait le compilé où tu citais ce gars qui se projetait, enfin qui se mettait 10 ans en arrière et Ouais. qui se disait, OK, comment on va dire que les devs du futur, enfin, c'est quoi un dev du futur, quoi? Euh, et en fait, c'est ce vers quoi on tend pas mal, on le veuille ou non. Ensuite, bah, de toute façon, pour le low-code, il va toujours falloir des devs qui codent le low-code. Donc non, après, enfin, je sais pas, moi, en fait, encore une fois, je le ramène toujours je compare toujours à d'autres métiers, quoi. Et est-ce que un vrai médecin, c'est le cardiologue ou le dentiste? Enfin, en fait, c'est des spécialités différentes, des parties du corps totalement différentes. OK, il y a des bases communes, mais voilà. Hem Et moi, je pense qu'il y a un tel besoin que si on n'ouvre pas un peu ses chakras sur les éventuels profils et tout, on va pas y arriver, quoi. Ouais. Il y aura trop de boulot pour les vrais devs. Est-ce qu'il y a une question sur la quantité de dev que tu produis par semaine? Par exemple, si tu es amené à coder moins d'une journée par semaine, est-ce que tu es encore un vrai dev? Bah, ça dépend de ce que tu fais le reste du temps. Si tu fais de la conception, pendant les 4 autres jours, je pense que quand même, tu as largement obtenu le titre de vrai dev. Et tu es peut-être même encore plus un vrai dev, si tu as réfléchi 4 jours, avant de coder un jour. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment pas une question de volume, c'est complètement une question de qualité, ouais. Est-ce que tu jugerais le critère de vrai dev par le nombre de bugs par rapport tu fais un ratio nombre de bugs, nombre de features shippées? Je pense que enfin, ça dépend du bug. Il faut bien définir ce que c'est qu'un bug, parce que parfois le bug, il peut aussi venir d'un trou dans le spec, avant, quoi, donc attention à ça. Mais ouais, enfin, en fait, il faut que le truc marche, quoi, au moins sur le cas nominal. Après, on est quand même un vrai dev, si on a zappé un petit cas, caché, quoi. Mais donc, ce qui me fait plaisir, c'est pourtant dans la définition du vrai dev, il n'y a pas de notion de formation Non. ou d'expérience, ce genre de choses, quoi. Non, non, il y a qu'une notion bah, ouais, de produire du code qui marche, quoi, et de préférence qui soit lisible. Ouais. Alors, je pensais que Serge me connaissait en mettant comme réponse que pour lui, un vrai dev, c'est quelqu'un qui aime créer, c'est un artiste. Ça, forcément, ça me parle parce que sur ce Ouais. podcast, je le dis souvent, je compare le dev aux artistes. En revanche, Serge, juste après, tu dis que le no-code, ça te fait vomir. Et ça, du coup, moi, je suis très, très partisan du no-code depuis presque un an maintenant. Pour moi, c'est des technos formidables. Et tu fais de la conception de manière assez ouf et tu mets en prod des choses assez impressionnantes. Je vous invite à aller écouter des épisodes sur le no-code que j'ai pu faire, que ce soit avec Arthur Kiefer, qui a créé une agence de no-code, ou j'en prépare un avec Shubham en ce moment aussi, on parlera de no-code. Bref, ou avec Benjamin de Make, qui est une plateforme de no-code. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir ces technos-là. C'est absolument oufissime. Donc Serge, je t'invite vraiment. Et d'ailleurs, va sur Make et t'as un code promo avec IFTTD qu'on va te mettre dans le live, où tu pourras découvrir du coup les vertus du no-code pour un vrai dev. Si on veut rebondir sur un dernier truc, moi, il y a quelque chose qu'on m'a dit, je crois que c'était en formation à Epitech, on m'a dit justement, dans la même lignée, un vrai dev, c'est un dev qui est vraiment paresseux. Parce qu'il va automatiser tout, parce qu'il va se faire tout en ligne de commande et tout. Bah, du coup, c'est quoi la paresse ultime? C'est de pas coder, finalement. Donc, ouais. C'est effectivement, alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais il y a une histoire qui dit que Bill Gates, quand il avait un taf critique à faire, il le confiait à la personne la plus paresseuse de son équipe, parce qu'il savait que c'était la personne qui allait trouver le moyen le plus optimal pour le faire, le plus court, effectivement, pour le faire. Ouais. Donc du coup, tu deviens CTO 4 ans après ta formation Epitech. Ouais. Comment est-ce que tu prends tes fonctions de CTO déjà, quelle est la taille de l'équipe quand tu arrives?
Qu'est-ce que tu changes dans l'équipe Ouais. Quand j'arrive, donc en gros, j'arrive dans une boîte où il y a 2 cofondateurs et un directeur commercial, donc ils sont 3. Et le produit a, moins d'1 an, je crois quelques mois. Il avait été Et conçu, j'imagine, par une agence ou par une c'est ESN? ça, en fait, par des prestats. Du coup, c'est un des 2 cofondateurs, Paul-Antoine, qui a conçu le produit. Enfin, je pense aussi finalement à 2 avec François. Et ils ont confié, le dev à des prestats. Et donc quand j'arrive et sachant que aussi ça a changé de main 2 ou 3 fois, il me semble, avant que j'arrive. Donc quand j'arrive, il y a 2 prestats, donc 2 devs et une DevOps, 3 prestats en tout, qui sont à plein temps sur le projet depuis pas hyper longtemps, il me semble, peut-être 2 mois, je sais plus. Et qui ont déjà repris un peu le projet, des mains de leurs collègues. OK. Là, il y a plusieurs problématiques. Déjà, on arrive, en gros, typiquement, sur ce format d'entreprise, de start-up, il y a un peu un POC à faire au final sur le produit, donc quelque chose qui a été développé très rapidement, en monolithe avec des technos, qui sont pas ouf, qui sont limitantes. Et du coup, j'arrive et je crois que c'était une semaine avant que j'arrive, sur le poste, ils avaient pris la décision de faire une refacto et de passer en archi microservices. Donc OK, premier projet, tranquille. Donc ça, c'était le premier gros sujet. Et il y a eu d'autres sujets. Après, forcément, en fait, le fait une fois que j'arrive, constituer une équipe et commencer à internaliser, un maximum de choses, pour gagner en autonomie, pour, voilà. Donc ces grosses problématiques-là. Après, moi, j'arrive, en me disant: «OK, va falloir que j'assure quoi, normal». Et pour moi, j'arrivais, avec des gens qui connaissaient, mieux, la codebase, qui connaissaient mieux le produit, qui connaissaient mieux les environnements. Donc le premier réflexe, ça a été quand même, je pense pas mal de les bombarder de questions et aussi d'essayer très rapidement de dev moi-même pour, comprendre, ce qui se passait vraiment, quoi, et quelles étaient les problématiques. Le projet de refactoring, du coup, était l'occasion aussi, du coup, de t'approprier cette code base Ouais. et d'en maîtriser tout le périmètre, quoi. Ouais, et ça a été au final, bon, il y a eu plein de défis, c'était loin d'être simple, mais ça m'a effectivement permis, je pense, d'avoir une vision, très complète de tout ce qui se passait justement dans cette code base pour, veiller à ce qu'on n'oublie rien, dans la nouvelle. Et aussi, du coup, la base de données, très vite, je la connaissais par cœur, quoi, parce qu'il y avait un sujet on a une base de données, on va en avoir une nouvelle et il faut faire rentrer le triangle dans le carré, comment on fait, quoi. Et du coup, ce passage sur les microservices, Mmh. t'étais déjà, toi, au fait de ces infras-là, de ces architectures-là, plutôt? Ouais, sur le principe, Ouais. mais sur les 2 boîtes, précédentes, j'avais bossé sur des monolithes et du coup, j'avais bien conscience, en fait, j'avais surtout conscience du fait que les monolithes, ceux sur lesquels j'avais bossé, en plus, avaient quelques années d'existence, et ils compliquaient sérieusement la tâche. Donc j'adhérais totalement, en tout cas, au choix qui était fait, c'était le bon choix, ouais. OK. Mmh. Est-ce que, du coup, ça fait combien de temps que t'es CTO, déjà? Du coup, ça fait 6 mois. OK. Est-ce que sur ces 6 mois, tu as déjà eu des challenges techniques où, du coup, de par ton expérience, tu n'avais pas encore vu ou tu connaissais pas le sujet et du coup, tu t'es tourné vers ton équipe ou vers quelqu'un d'extérieur pour t'aider? Ouais, complètement, sur pas mal de sujets DevOps Ouais. voilà, j'étais très loin de ces trucs-là, dans mes expériences précédentes, et du coup, je suis en communication, constante avec notre DevOps qui est super et qui est de très bons conseils, voilà, sur notre infra et tout, donc je m'appuie beaucoup sur elle, clairement. Après moi, je suis aussi arrivée avec des convictions, assez fortes et une vision assez forte
mais enfin, au final, on les partage, donc tant mieux, mais de qu'est-ce qui a besoin d'être automatisé, comment on sécurise nos déploiements, enfin, tous ces trucs-là, j'avais quand même sur la théorie, sur les bonnes pratiques, j'étais assez au clair. Et dans les problématiques, là, récemment, on a eu une problématique de perf. Et c'était un truc que j'avais jamais eu, en fait. Donc, je pense que, enfin, je suis pas sûre que je l'aurais trouvé. C'est les devs qui ont été au taquet là-dessus et qui ont proposé des fixes tout à fait efficaces. Donc, ouais, là-dessus. Après, enfin, pareil, en fait, une fois que le fixe est là et sur le principe, évidemment. Mais ouais, je sais pas si je l'aurais trouvé. Ouais. Si je reprends ton exemple sur les ops, du coup, tu vois, de ce que je comprends, tu sais en fait où sont tes forces et du coup tes faiblesses. Et du coup, tu vas, de ce que je comprends, aller chercher, déléguer entièrement les choses que tu maîtrises pas pour du coup la maîtriser, entre guillemets. Je sais pas, enfin déléguer entièrement dans le fait de effectivement livrer quoi, produire le livrable. Après dans la conception et tout, moi on est très en dialogue et je vais faire exprès de challenger pas mal sur ok, mais ce choix-là, ok, mais est-ce que vous avez pensé à ci, à ça. En fait, ce que je découvre, enfin je m'en doutais forcément, mais dans le rôle où je suis, il y a forcément un peu plus de hauteur sur tout ce qui se passe, OK, là, il y a quelqu'un qui bosse sur ce sujet-là et du coup, là, la décision que tu prends, en fait, elle va l'impacter, donc attention. Et donc c'est cette hauteur-là, qui me permet de les challenger et de pousser un peu, la réflexion pour arriver à un truc. Ce qui t'oblige du coup d'un coup d'avoir un bagage technique qui s'étoffe quand même assez fortement, Ouais. en plus de tout l'aspect managérial et de gestion d'équipe qui s'ajoute à ça. Comment tu fais pour progresser sur tous ces aspects-là, et tu vois, pour élargir ton scope de connaissances rapidement? Je vais lire pas mal de trucs. Ouais. Et je pense vraiment que, la dynamique de la boîte elle-même où, si on a fait une erreur, on se le dit, et on apprend de nos erreurs, c'est ça tient beaucoup à ça. Et je pense que enfin, c'est aussi pour ça, qu'ils m'ont choisi comme CTO, c'est que, enfin, ils se sont pas dit: «OK, on veut quelqu'un qui sait tout faire», de base. Moi, je suis pas arrivée en entretien, en allant les voir en disant: «Ouais, ouais, je maîtrise tout, il y a pas de problème». J'aurais dit: «OK, vous êtes sûrs? Parce qu'il y a plein de trucs que je maîtrise pas quand même», et du coup, ouais, non, ce qu'on veut, c'est progresser ensemble et faire progresser la boîte ensemble. Donc non, c'est avec les devs, quand ils me disent des trucs que je comprends pas, je vais vérifier derrière. Je me dis: «OK, là, il y a un truc que j'ai pas trop capté», je vais potasser, pour me mettre à niveau, quoi. Mais ouais. Et du coup, alors, j'ai cru comprendre, il y a aussi cette notion de test, d'expérimenter des choses, et ça marche pas, mais au moins on apprend et on passe à autre chose. Ça m'avait fait penser à une question. C'était sur quoi? Zut, j'ai oublié ma question. Attends, c'était quoi déjà là? Après enfin, tu vois, sur les erreurs qu'on peut faire et tout, on débriefe pas mal. Il y a aussi vachement une notion du droit à l'erreur. Je trouve qu'elle est super importante, qu'il y a pas forcément trop dans la culture dev ou dans certaines cultures dev, où justement, tu vois, on disait: «Est-ce qu'un vrai dev, il laisse des bugs?» En fait, tout le monde peut se planter, quoi. Et puis il faut faire une erreur pour plus la faire, donc moi je préfère quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs plutôt que pas. Moi, je te remercie parce que du coup, tu m'as aidé à retrouver effectivement ma question. En fait, ce à quoi ça me faisait penser, tu sais, on entend souvent des gens dire que les jeunes sont plus doués avec la techno que les personnes plus âgées. Et que tu donnes un iPhone à un enfant, très vite il saura s'en servir, alors que tu le donnes à une personne âgée, ça va être très compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps et compagnie. Et en fait, les études ont montré, enfin, il y a des études il y a des gens qui ont essayé d'expliquer ce phénomène. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il ne connaît pas la valeur de l'iPhone. Il connaît pas la valeur des données qu'il y a dedans. Il a pas peur, en fait, du coup, de casser les choses. Du coup, il fait des trucs, il teste, ça marche pas, c'est pas grave, il sait autre chose. Alors que la personne plus âgée,
son iPhone, elle l'a payé, elle sait que ça coûte quasiment 2000 €, que les données dedans, elles ont la valeur et compagnie, donc il va avoir beaucoup plus de crainte de faire des choses. Est-ce qu'au final, c'est pas ça? Au final, un vrai dev, c'est un enfant qui du coup n'a pas peur de casser des trucs et qui va tester, qui va incrémenter, qui va apprendre et qui va découvrir comme ça. Ouais, c'est excellent ce que tu dis parce que ça me fait vachement penser justement aux juniors, qu'on a dans l'équipe et qu'on i parfois ils sont là, «Ouais, mais là, si je fais ça, ça va pas tout casser». Je dis: «Bah, fais-le, on verra bien, quoi». Au pire, ça se casse, bah, on le répare. Donc ouais, il y a un oui, oui, il faut enfin, très souvent, dans mon équipe, si on me pose une question, je dis: «Bah, en fait, essaye, on verra». Mmh. Hem et il y a ça. Après, moi, je pense que, je sais pas si là, l'étude que tu citais, s'il y a aussi un aspect, construction mythologique. Enfin, tu vois, sur le métier de dev et sur l'informatique en général, on a quand même, des constructions, fictives beaucoup où on nous dit: «Ouais, c'est obscur, tout le monde peut pas faire ça, tout le monde peut pas comprendre» et puis du coup, enfin moi je vois même, dans des collègues, qui sont pas tech, juste un écran noir avec, enfin juste un IDE quoi, ils sont là: «Oh là là, mais c'est incompréhensible» et juste l'esthétique même de nos outils, fait fuir en fait, parce qu'on a mis autour de ça pas mal de, je pense de croyances, du fait que ouais, tout le monde peut pas être dev, c'est des trucs, très compliqués à comprendre, il y a tout ce truc de, bah, une technologie, je sais plus qui disait ça, mais le fait, tu sais quand une technologie est trop difficile à comprendre ou qu'on la comprend pas, on identifie ça à de la magie. Mmh. Bah, en fait, potentiellement, les vieux avec leur iPhone, ils se disent, c'est de la magie, limite c'est de la magie noire et du coup ça leur fait peur. Alors, un Hem, élément de réponse, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un truc que mmh, j'avais vu passer un jour qui m'avait fait marrer. C'était, je crois que c'était un humoriste qui disait ça. Il disait que d'après lui, toute technologie qui existait avant tes 12 ans, ouais. c'est normal. À partir de 12 ans, toute technologie qui sort, c'est une révolution. Et à partir de 40 ans, toute nouvelle technologie qui sort, c'est de la magie noire. Ouais, c'est ça. C'est une question aussi de plasticité cérébrale au Ouais. final. Oui, oui, il y a une ouais, ouais, complètement. Bah, forcément, quand on est tout jeune, on peut apprendre très vite. Mais vraiment même sur, enfin, tu vois, même des gens, je pense de ton âge ou du mien, ils doivent pas être si éloignés que ça. Moi, j'ai des gens, tu vois, de mon âge, qui sont assez sceptiques, sur des outils informatiques, assez basiques, mais parce qu'il y a un nuage autour de, «Ah, attention, c'est» enfin, pour moi, c'est un peu la même chose et c'est souvent d'ailleurs les mêmes personnes qui vont dire: «Ah mais moi je pourrais jamais être dev» et en Mmh. général, je leur dis: «Bah si, si, tout le monde peut l'être». Enfin, si tu as envie d'être dev, tu peux être dev, enfin. Et ce serait même bien que ce soit quelque chose de plus répandu. Je crois que c'est une Mmh, discussion qu'on avait avec Quentin dans l'épisode dont tu as fait le compilé mmh, juste avant, sur le fait que pour beaucoup de gens, un iPhone, c'est effectivement, comme tu disais, c'est de la magie noire, parce qu'en fait, il y a un niveau de complexité, il y a un ouais, niveau d'ingénierie qui est quand même assez gueudin pour construire ouais. un iPhone aujourd'hui. On va pas se mentir, que tu sois pro Apple ou pas, l'iPhone, c'est quand même un produit qui est gueudin. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, en fait, c'est tellement complexe que ça en devient effectivement de la magie. Et que quand tu es dev, quel que soit ton niveau, que tu sois un vrai dev ou pas, j'ai envie de dire, quel que soit ton niveau, ça t'apporte un niveau de compréhension qui te permet un peu de démystifier Mmh. tout ça et de l'approcher de manière un peu plus saine, on va dire, quoi. Ouais, Mmh. ça rejoint vachement. C'était aussi l'approche que j'avais, à la base et c'est au final, c'est comme ça qu'on se connaît parce que du coup, j'ai, participé à une masterclass à Datex School. Moi, au tout début, en faisant ma formation, je me suis aussi dit: «Attends, mais moi, j'utilise de l'informatique tous les jours et j'y comprends rien et en fait, bah, demain, on va tous voter en ligne sur un outil qu'on comprend pas. Il y a un souci. Il y a un souci de enfin, d'enjeu démocratique, quoi, et de compréhension du monde dans lequel on évolue. Donc pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai envie de dire que tout le monde peut être dev, c'est qu'en fait, tout le monde a besoin d'être un peu dev pour comprendre, les outils qu'ils utilisent au quotidien, qu'on utilise tous. Hem et après il y a aussi enfin, tu vois, là-dessus, il y a, aussi la grande figure de l'algorithme où tout le monde,
parle vachement de ouais, sur telle appli ou tel outil, l'algo, il m'a fait ci, il m'a fait ça et à chaque fois je leur dis: «Bah, non, c'est pas c'est derrière il y a un dev ou des devs, qui l'ont codé cet algorithme donc l'algo n'est pas une figure à part entière, qui prend des décisions, c'est le dev derrière quoi qui a décidé et c'est pour ça qu'il faut des devs, de tous horizons et de toutes formations parce que comme ça les décisions elles sont Mmh. plus représentatives». Ouais. Et donc pour toi, le dev, c'est un truc qui devrait être enseigné, enseigné de manière massive, universelle, partout? Ouais, je pense. Ouais, ouais, si on arrivait, moi dans un monde idéal, on démystifie ça, complètement quoi. Enfin, au maximum, autant qu'on peut le faire, sur d'autres métiers. On se dit: «Bah voilà, Mais ça mais s'apprend, c'est mais tout». du coup, jusqu'où? Tu vois, si on Mmh, prend, on prend, l'enseignement, général, mmh. on a un certain niveau, quand tu as terminé, en maths, en français, en histoire géo et compagnie. Pour toi, ce serait quoi le niveau minimum en dev qu'un jeune adulte devrait avoir en sortie d'école? Hem, bah, je pense que je sais pas s'il y a un niveau minimum, mais en tout cas, il y a une notion enfin, après, on peut discuter juste de l'enseignement en général, qui est pas très pratico-pratique et justement, enfin, moi, ce qui me plaît dans le dev, c'est que c'est très pratico-pratique. Mais je pense que, tout écolier ou tout étudiant gagnerait à décortiquer au moins une fois, justement un fameux algorithme, et et pour démystifier aussi et découper la complexité. C'est-à-dire qu'il y a, enfin moi quand on me demande: «Mais en fait c'est quoi dev? C'est quoi le code et tout?» je commence par des trucs très simples, genre, bah, en fait tu as de la donnée et la donnée elle peut avoir différents formats, ça peut être des nombres, ça peut être des mots et juste ça de comprendre ça et qu'en général quand je l'explique, les gens sont hyper contents parce qu'ils sont là genre: «Ah ouais, j'ai appris des trucs et en fait j'ai réussi à comprendre quelque chose». Donc ça, je pense que ouais, c'est une base qui peut faire qui contribuerait à démystifier pas mal, tout ce qui se passe autour Ouais, du dev. je vois. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un podcast, je ne sais pas, que tu aurais à conseiller, pour tous les devs qui t'écoutent ce soir, Ouais. pour les aider à progresser, ou qui toi, en tout cas, t'a aidé à progresser? Moi j'adore l'oncle Bob. Ouais. Le clean code, de l'oncle Bob et je trouve bah, il a je sais pas combien de confs, sur YouTube. Heu, au début, il commence toujours à parler d'autre chose et il finit par parler du code. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, quand j'ai commencé à en regarder, je me suis dit: «Ah, c'est sympa parce qu'il met des mots, il articule, de manière très détaillée plein d'intuitions que j'avais autour du code». Je sais pas, est-ce qu'on commente le code ou pas, sur le nommage, des trucs comme ça où, bah, parce que j'avais été bien formée ou que j'avais eu des collègues, qui m'avaient filé des bons tips, ça venait naturellement, mais en fait, lui, il articule ça et du coup, ça me plaît bien. Et ce qui me plaît aussi dans ses conférences, c'est le fait bah, il a son âge, quoi et du coup, il se souvient du passé et toujours de mettre en lumière, bah, comment on faisait avant et comment on fait maintenant et du coup, de se dire: «OK, comment ça va évoluer?» Ça, c'est hyper intéressant et c'est très formateur aussi de se dire: «OK, les devs du passé faisaient comme ça, nous on en est là, donc on va peut-être pas se plaindre trop non plus parce que on est assez fort entre devs pour se plaindre», donc ouais. Je vous recommande si vous avez le temps, et toi aussi Suzanne, si tu en as envie, j'ai fait un épisode, d'un dev senior et senior. Donc Mmh. alors j'ai plus le nom malheureusement en tête, mais je crois que c'était un dev qui avait quelque chose comme, qu'il avait 60 ans de dev derrière lui. Donc c'était pas parce qu'aujourd'hui un dev qui a Magique. 5 ans d'expérience, on appelle ça un dev senior. Mais là, c'était vraiment un dev senior senior. Oui, donc effectivement, il nous a raconté les cartes perforées, tu vois, les Mmh, trucs, vraiment, il nous a fait une histoire de tout ce qu'il a trop bien. vécu. Et c'était effectivement assez gueudin comme parcours. Mmh. Suzanne, j'aurais une dernière question pour toi, peut-être la question qui va sceller si tu es une vraie dev ou pas. Quelle est la question rituelle du podcast IFTTD? Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Ça dépend de mon humeur. D'accord, pas mal. Je l'avais jamais eu celle-là. Merci beaucoup, Suzanne. Merci.
Et merci à tous. Hop, je me tourne la caméra. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, et l'idée c'est de vous montrer que les CTO peuvent venir de tout type tout type d'horizon, parler effectivement de ce métier formidable et que c'est important que tout le monde puisse devenir dev aujourd'hui, qu'on fait effectivement un métier formidable et autant le partager avec un maximum de monde. Et donc partagez ce podcast autour de vous auprès de gens qui ne sont pas forcément dev pour leur donner aussi de rejoindre ce métier passionnant et ce métier de passionné que nous, on a la chance de faire quotidiennement. Je vous remercie beaucoup aussi de continuer à partager ce podcast du coup autour de vous auprès de devs, peut-être de vrais devs pour le coup, mais donc pensez aussi aux futurs vrais devs. Je vous remercie de rejoindre aussi le Discord. On est de plus en plus nombreux, c'est vraiment fun, c'est un endroit plutôt bienveillant avec un ensemble de devs. On parle de choses et d'autres, parfois on parle pas et parfois il y a des débats qui se lancent. Donc rejoignez le Discord, bien évidemment les liens sont en description de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.